cela, mais je vais juste donner la parole donc, pour 20 minutes. Et pardon donc à Relwende, lui, Martial Zongo, qui va donc devoir intervenir sur le rôle du juge régional africain dans la consolidation démocratique des États, de tenir stricto sensu aux 20 minutes. Blaise Sikaya l'a dépassé de 2-3 minutes. Je n'ose même pas dire de combien de temps M. le professeur Jean-François Kandi l'a dépassé. Alors, je souhaite justement Relwende, lui, Martial, donc, 2 minutes. Ce qui fait que vous prenez la parole à 6h30 et je me ferai donc signaler autour de 18h19. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci de me donner la parole. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour ma vidéo qui ne fonctionne pas très bien. Et j'aimerais également remercier à l'avance les organisateurs de cet événement qui ont bien voulu m'associer à ce panel. Est-ce que Jean-François veut bien couper son micro? Ah, oui. Voilà. Et donc, pour terminer avec les propos introductifs, j'aimerais dire tout l'honneur et le privilège qui est le mien de pouvoir siéger dans ce panel prestigieux constitué des professeurs Chikaya Blaise et Adjekombe. Et c'est réellement un honneur et un privilège pour moi de partager ce panel. Alors, j'aurais fait une présentation sur le rôle du juge africain en matière de consolidation démocratique au sein des États. Alors, j'ai un point que je me permets de partager, mais j'ai un souci parce que là, on me dit que l'animateur a des actapages d'écran pour les participants. J'aimerais bien, si c'est possible, partager à l'écran mon poste. Je ne sais pas si vous me recevez. Allô? C'est bon. Vous me recevez? Ouvert. On vous reçoit, mais on reçoit que le son. On n'a pas l'image. Oui, alors c'est ce que j'expliquais. En fait, j'ai un souci avec ma vidéo. Par contre, j'aimerais bien partager à l'écran mon PowerPoint, si c'est possible. Mais je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas qui est administrateur sur le truc. C'est peut-être Jean-Baptiste. Moi, j'ai tenté, je n'arrive pas à ouvrir. D'accord. Alors, ou sinon, au pire des cas, je ferai sans le partage à l'écran. Il n'y a pas de souci. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, il faut que tu... C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ah, il m'entend? Oui, bien sûr. Mais comment ça? J'ai pas mon son. Alors, je ferai sans si le souci technique n'arrive pas à être résolu. Alors, en attendant que ça soit... Alors, je disais que j'ai demandé à intervenir sur le rôle du juge régional africain dans la consolidation démocratique au sein des États africains. C'est une présentation qui s'intéresse à un point particulier de la pratique du contentieux des droits de l'homme en Afrique, à savoir notamment la protection des principes démocratiques. Alors, j'aimerais préciser ici que par la notion de rôle, j'entends mettre l'accent non seulement sur la compétence rationnelle et matérielle du juge régional africain pour les questions démocratiques, mais également mettre l'accent sur son apport, sur sa contribution à l'édification d'une société démocratique au sein des États. En ce qui concerne le juge régional africain, je me permets de préciser d'ores et déjà que je m'intéresserai essentiellement à la Cour africaine des droits de l'homme et à la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, la première qui est réellement une juridiction attitrée pour connaître des questions des droits de l'homme, et la seconde qui est un peu comme une juridiction artificielle, j'ai envie de dire, en matière de droits de l'homme, parce que comme je pense que je peux me permettre de reprendre l'expression de professeur Adjekombe qui a parlé d'acclimatation de systèmes de justice, des systèmes régionaux de justice à la cause des droits de l'homme. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec la Cour de justice de la CEDEAO, qui est aujourd'hui un peu comme une juridiction artificielle en matière de droits de l'homme. Alors, en ce qui concerne la consolidation démocratique, j'entendrai essentiellement
les droits et les principes qui fondent la démocratie, aussi bien dans sa dimension participative que dans sa dimension représentative, pour faire écho à cette célèbre citation du président Lincoln qui considère la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, cette présentation va mettre l'accent sur un rôle assumé par les juridictions régionales des droits de l'homme, mais un rôle de plus en plus contesté par les États. Donc, deux aspects dans cette présentation. Un premier aspect qui met l'accent sur le fait que c'est un rôle que les juridictions régionales prennent à bras-le-corps, qu'elles assument pleinement. Et deuxième grande idée, mettre l'accent sur le fait que c'est un rôle qui, malheureusement, est de plus en plus contesté par les États africains. Alors, s'agissant du rôle assumé, alors j'aimerais m'intéresser aussi bien au fondement juridique de ce rôle qui est assumé par les juridictions régionales en matière démocratique, mais également l'apport réel de ces juridictions en matière démocratique. Alors, les fondements du rôle du juge régional en matière démocratique, il faut dire que ce rôle en matière démocratique qui est exercé, qui est assumé par les juridictions régionales en matière de droits de l'homme, est un rôle en fait qui est fondé sur leurs compétences matérielles pour connaître tant d'instruments juridiques généraux de protection de l'homme que d'instruments spécifiques à la démocratie et à la bonne gouvernance. Alors, en ce qui concerne la compétence pour connaître les instruments généraux de protection des droits de l'homme, il y a précisément la compétence pour connaître de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et vous avez une disposition dans le protocole de Ouagadougou de 1998 qui le dit, article 3, paragraphe 1, qui précise la compétence la Cour africaine de connaître, d'appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, l'article 9 du protocole de 2005 ne fait pas référence expressément à la Charte africaine, mais depuis une affaire qui a été par la Cour de justice de la CEDEAO, affaire Adigatou Mani Kouraou, la Cour considère que même si ce n'est pas explicitement dit à l'article 9, compétente pour connaître également de la Charte africaine des droits de l'homme. Alors, intéressant à relever, c'est que cette charte, justement, elle comprend des droits de l'homme à caractère démocratique, aussi bien des droits de l'homme à caractère politique, et là, je pense au droit de participer librement à la direction des affaires publiques du pays. Je pense également à des droits de nature collective, tels que le droit à l'autodétermination. Il n'y a pas que des droits à caractère politique, il y a également des droits civils, qui participent également à l'édification d'une société démocratique. Je pense à des droits comme le droit à l'égalité dans la loi, je pense également à la liberté de réunion, à la liberté d'association et même à la liberté d'opinion et d'information, qui contribuent également à l'édification démocratique et qui sont contenus, l'ensemble de ces droits contenus dans cette charte africaine des droits de l'homme que les deux juridictions que j'ai évoquées ont compétence pour connaître. Alors, il n'y a pas que la charte africaine, il y a également d'autres instruments généraux de protection des droits de l'homme, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais également des instruments juridiques sectoriels, comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard. Et donc, l'ensemble de ces instruments sont également pertinents parce que c'est des instruments qui fondent également la compétence des juridictions régionales en matière démocratique. Alors, on pourrait se demander sur quoi serait fondée cette compétence des juridictions régionales que je viens de citer pour connaître de ces instruments qui ne sont pas la charte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne la Cour africaine des droits de l'homme, il y a cette disposition de l'article 3 du protocole qui se réfère non seulement à la charte, mais également à tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifiés par les États concernés. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la charte que la Cour africaine peut connaître, il y a également d'autres instruments, et donc dans ce sens, on peut très bien comprendre comment est-ce que la compétence de la Cour africaine puisse être fondée
matière démocratique puisse être fondée sur sa compétence pour appliquer d'autres instruments tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, en ce qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO, on peut se fonder également sur le précédent constitué par la jurisprudence d'Am Adigatou Mani Kouraou. Mais à côté de ces instruments généraux de protection des droits de l'homme, il y a des instruments spécifiques à la démocratie et à la bonne gouvernance. Et là, je pense essentiellement à la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance de 2007, mais je pense également au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2000. Alors, ces textes sont intéressants parce que ce sont des textes qui prévoient des obligations, qui mettent des obligations à la charge des États, des obligations à caractère démocratique et desquelles découlent des droits également à caractère démocratique pour les citoyens de ces États. Je pense à l'obligation de se doter d'organes électoraux indépendants et neutres, par exemple. Je pense également à l'obligation de garantir un contentieux électoral, article 7 du protocole de la CEDEAO de 2001, ou encore à l'obligation d'interdire la participation des auteurs de changements anticonstitutionnels aux élections. Donc, autant d'obligations à caractère démocratique qui fondent des droits de l'homme également à caractère démocratique pour les citoyens. Alors, en ce qui concerne le fondement de la compétence des juridictions régionales pour connaître ces instruments, j'aimerais, en ce qui concerne la Cour africaine, donner ici l'exemple d'une décision assez intéressante qui a été rendue en 2016. C'est l'affaire APDH contre la République de Côte d'Ivoire. Alors, dans cette affaire, la Cour africaine dit clairement, sans embâche, que la CADEG, c'est la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, elle dit sans embâche que la CADEG est un instrument de protection des droits de l'homme. Et elle se l'explique dans la mesure où, pour elle, la CADEG confère, au même titre que les autres instruments, des droits et des libertés aux individus. Et je me permets de lire le paragraphe 55 dans cette décision. La Cour dit, en fait, c'est intéressant de le relever, elle dit « Un État qui ne respecte pas ses obligations découlant de l'article 17 de la CADEG est en violation de plusieurs droits de l'homme, dont le droit individuel de participer librement aux affaires publiques de son pays et le droit collectif à l'autodétermination. » Et donc, c'est intéressant de voir la corrélation que la Cour africaine, elle établit entre, d'une part, la démocratie et d'autre part, les droits de l'homme. Et de là, elle assoit sa compétence, elle dit qu'elle est compétente clairement parce que c'est également un instrument de protection des droits de l'homme à part entière. Alors, voici donc pour ce qui est de la Cour africaine. En ce qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO, disons que la Cour n'a pas besoin de toute cette gymnastique, parce que en ce qui concerne la Cour d'Abuja, donc la Cour de la CEDEAO, sa compétence, elle est plutôt, j'ai envie de dire, elle est plutôt naturelle, parce que l'article 9 du protocole 5 lui donne compétence pour interpréter et appliquer non seulement les traités, mais également toutes les conventions et les protocoles de la communauté. Alors que justement le protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance est un instrument juridique de la communauté et donc sa compétence pour connaître de cet instrument va sans dire. Elle va sans dire. Alors voilà un peu donc ce qu'il fallait dire sur du fondement juridique du rôle des juridictions régionales en matière démocratique. Qu'en est-il de l'apport? Alors, il est important de dire que l'apport, il est un peu, j'ai envie de dire que distingue deux situations. Il faut distinguer la situation des droits politiques individuels où l'apport est réellement avéré. Il y a un renforcement des droits politiques à caractère individuel et puis, d'un autre côté, un apport plutôt mitigé au renforcement de la démocratie institutionnelle. Alors, s'agissant de l'apport avéré au renforcement des droits politiques individuels, j'ai pris, alors il y a plusieurs exemples, mais ici j'ai pris un premier exemple. S'agissant du droit de participer librement à la direction des affaires de son pays. Alors, il y a une affaire intéressante qui a été rendue par la Cour africaine, l'affaire Mtilika contre la République de Tanzanie 2013. Alors, ici, la Cour rend une décision et puis elle condamne des dispositions, elle condamne la Tanzanie qui avait prévu dans sa constitution des dispositions qui interdisaient des candidatures indépendantes aux élections aussi bien présidentielles, législatives que locales. Et la Cour dit le droit de participer librement
à la direction des affaires de son pays. C'est un droit individuel que l'on n'est pas obligé d'exercer dans le cas d'un parti politique. Et donc là, on sent réellement une décision qui apporte quelque chose sur le fondement du droit de participer librement à la direction des affaires du pays. Alors, je peux citer également l'affaire CDP contre État burkinabé de 2015, qui est une décision également intéressante parce qu'elle met en avant le droit de participer au vote dans son pays, le droit d'être éligible aux élections dans son pays. Même si c'est une décision qui est assez discutable, sur laquelle je me permettrai de revenir si le temps me le permet. Alors, je disais tantôt qu'on a un apport avéré dans le renforcement des droits politiques individuels et un apport plutôt mitigé au renforcement de la démocratie institutionnelle. Alors, pourquoi je le dis? Parce que quand on examine un peu la jurisprudence de ces différentes juridictions, on se rend compte qu'il y a des décisions qui donnent quand même des motifs de satisfaction, tandis qu'il y a des décisions quand même qui comportent des motifs d'inquiétude. Alors, sur les décisions avec des motifs de satisfaction, en ce qui concerne la démocratie institutionnelle, je me permets de citer encore une fois l'agence APDH contre République de Côte d'Ivoire 2016, parce que là, la Cour va remettre en cause la loi ivoirienne sur la composition de la commission électorale indépendante. Et la Cour dit en fait qu'il y a un problème dans la composition parce que la commission telle qu'elle est dessinée, elle autorise une surreprésentation injustifiée du pouvoir en place. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est une décision qui vient mettre en avant l'obligation pour les États de disposer d'un organe électoral indépendant et neutre et le droit corrélatif pour les citoyens de pouvoir bénéficier d'organes électoraux eux-mêmes indépendants. Alors, il y a également une décision rendue en 2018, affaire Gebra Kambole contre République de Tanzanie toujours, cette fois-ci sur l'accès à la justice électorale au sein de la Tanzanie, parce qu'il y avait toujours dans la constitution tanzanienne une disposition qui prévoyait que une fois la proclamation des résultats aux élections présidentielles effectuées, un candidat malheureux ne pouvait pas, par exemple, contester devant les juridictions tanzaniennes les résultats de ces élections. La Cour ici a conclu que c'était une violation de du droit d'accès à la justice électorale, tel que prévu à l'article 7 de la CADEG, de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Mais jusqu'ici, on n'a fait que parler des décisions avec motif de satisfaction. Il y en a également avec des motifs d'inquiétude. Et là, je pense notamment à la décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire CDP contre État burkinabé, parce que c'est une décision qui de l'avis pratiquement unanime des commentateurs, a laissé un petit goût d'inachevé, parce que la Cour, elle fait littéralement prévaloir l'intérêt de la protection des droits individuels sur l'intérêt de la protection de l'ordre constitutionnel démocratique. On sait très bien qu'en l'espèce, l'article 135 de la loi électorale qui était contesté n'était rien d'autre qu'une reprise de l'article 25, paragraphe 4 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Peut-être qu'avec les questions, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je passe. Il y a également une seconde décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, dans l'affaire dite des députés togolais faux démissionnaires, mais sur laquelle je me permets de passer parce que le temps fait défaut. Donc, tout ceci montre un peu aussi bien le fondement juridique de ce rôle qui est assumé par les juridictions que j'ai envie de dire, l'apport réel de ces juridictions en matière démocratique. Même si malheureusement c'est un rôle qui est contesté aujourd'hui. Un rôle qui est contesté et dont la forme de contestation est tantôt ouverte, tantôt camouflée, j'ai envie de dire. Et par la contestation ouverte ici à l'égard de ce rôle par les juridictions régionales, je vais évoquer notamment la cascade des retraits à laquelle on a assisté depuis 2016 avec le Rwanda, 2019 avec la Tanzanie, et puis 2020, vous avez le Bénin et la Côte d'Ivoire qui décident carrément de se retirer je précise, de retirer leur déclaration de compétences permettant à la Cour africaine des droits de l'homme de pouvoir connaître des requêtes individuelles. C'est une possibilité que la Cour a reconnue dans l'affaire Ngabi Victoire, rendue en 2016. La Cour a reconnu que
le principe de la souveraineté des États autorisait carrément absolument ce retrait. Mais c'est quelque chose d'assez préoccupant que de voir que tout de suite après certaines décisions qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas dans le sens de ce que souhaitent les gouvernements des États, on assiste à des déclarations de retrait de ce genre. Mais il y a également de ce que j'ai appelé la dénonciation camouflée. Et par la dénonciation camouflée, j'aimerais évoquer, je pense que le professeur Kandji Kombe en a parlé un peu vite fait, c'est cette décision Michel Aoulou qui a été rendue en 2020 par la Cour constitutionnelle béninoise. C'est une décision intéressante parce que la Cour elle dit tout simplement que pour elle, le Bénin n'est pas lié par le protocole parce que le protocole n'a jamais été ratifié. Et je parle ici du protocole de 2005 qui a ajouté à la Cour de justice cette qu'on peut connaître les questions de droits de l'homme. Mais également de l'avis des commentateurs à une décision assez critiquable sur laquelle on aura peut-être l'occasion de répondre. Alors, quels sont les motifs de cette contestation? Il y en a deux essentiellement. Je vais essayer de terminer rapidement par là. Il y en a deux essentiellement. Alors, généralement, les motifs qui sont avancés, c'est première chose, le fait que les juridictions régionales, elles exercent des compétences ultra vires, qu'elles vont au-delà de ce qui leur a été reconnu comme compétences dans les actes qui les habilitent à intervenir sur des questions de droits de l'homme. Et deuxième chose, deuxième reproche qui est adressé, alors j'ai des exemples concrets mais sur lesquels je vais passer. Deuxième raison qui est avancée, c'est le fait que ces juridictions interviennent de plus en plus dans des domaines réservés des États, c'est-à-dire dans des domaines qui touchent directement ou indirectement à la souveraineté de ces derniers. Et là, je pense notamment à la dernière décision en date qui a été rendue par la juridiction, la Cour africaine dans l'affaire Sébastien Adjavon, où la Cour est allée jusqu'à ordonner au Bénin de suspendre la tenue des élections municipales dans ce pays. Et là, c'est le lieu de rappeler cette sortie du ministre béninois de la Communication qui a tout simplement considéré que ce n'était pas admissible, que la Cour africaine ne pouvait pas se permettre d'enjoindre ainsi à un État d'interrompre son processus électoral qui était clairement un acte de souveraineté. Voilà donc un peu les motifs qui sont avancés. Et puis, bon, on pourrait, face à ces motifs, se demander est-ce qu'il s'agit de motifs fondés? Est-ce que ce sont réellement des motifs qui tiennent la route d'un point de vue juridique? Et là, conclusion. Oui. Alors, donc, je disais que là, j'ai envie de répondre non, parce que, à mon humble avis, en droit international, de manière générale, comme en droit international, droit de l'homme, le principe de base, c'est qu'en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité des États pour violation des droits de l'homme, on a une conception unitaire de l'État. La responsabilité de l'État pour ces violations de droits de l'homme peut être engagée, que ce soit l'organe exécutif, l'organe législatif ou l'organe judiciaire. Et donc, les États ne peuvent pas considérer que simplement parce qu'on est dans des affaires qui remettent en cause des décisions déjà rendues par des juridictions au plan interne, les juridictions régionales ne peuvent pas exercer leurs compétences. C'est tout à fait critiquable, c'est tout à fait contestable en droit international de droits de l'homme. Et la deuxième chose, je termine avec ça, c'est véritablement le caractère transversal des droits de l'homme et l'impossibilité d'accorder une immunité juridictionnelle à certains actes des autorités nationales. On ne peut pas considérer que parce que ces actes nationaux interviennent dans certains domaines d'intervention, il faut tout simplement les exclure de tout contrôle juridictionnel. Ça serait quand même assez aberrant du point de vue du droit international en général et du droit international des droits de l'homme en particulier. Alors, voilà un peu donc ce que je pouvais dire sur cette thématique. Bien évidemment, je reste ouvert pour la série de questions qui en principe devraient suivre. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci beaucoup, M. Zongo. Et votre intervention nous permet donc justement d'évoquer des choses plus spécifiques dans les rapports qui entrent le droit d'une part, notamment les droits de l'homme, et puis leur consolidation au niveau jurisprudentiel, donc au niveau de la participation de l'État, et qui peut faire en sorte qu'on puisse, dans un sens, envisager les choses du point de vue du progrès ou, dans un autre sens, envisager les choses du point de vue de la régression.